sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, je donne la parole à une chanteuse, une artiste française qui a décidé de témoigner des violences incestueuses qu'elle a vécues. Sa voix douce s'accompagne de guitare et de piano. Ses paroles, elles, traduisent le traumatisme des violences subies. De ses 12 à 17 ans, la chanteuse Dawa Salfati a été victime d'inceste de la part de son père. 5 ans passés en huis clos avec son agresseur, en France, mais aussi à l'étranger. L'homme a été condamné en septembre 2025 par la Cour criminelle d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Une peine de 15 ans de prison, dont 7 de sûreté. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas faire de demande de remise en liberté pendant 7 ans. Dawa Salfati dit, elle, avoir pris perpétuité, comme de nombreuses victimes de violences sexuelles. C'est elle la voix du crime de cet épisode. Elle raconte son long parcours judiciaire et comment la musique lui permet de guérir chaque jour un peu plus de ses traumatismes. Bonjour Dawa Salfati. Bonjour. Pourquoi vous décidez de prendre la parole aujourd'hui ? Parce que ça m'apparaît être une nécessité à notre époque, même si je considère que ça aurait dû l'être depuis un moment, et ça l'a été finalement pour toujours des personnes à toute époque. Je pense qu'il y a eu plein de gens qui ont fait déjà beaucoup de choses. Ouais, c'était nécessaire de le faire. Pour moi, pour les autres, pour la cause, et pour toutes les personnes qui sont toujours en ce moment en train d'être agressées, ou ces personnes qui connaissent des gens qui sont en train d'être agressés. Et voilà, c'est le début d'une brèche, je dirais. Les violences sexuelles de votre père ont commencé en 2004. Vous aviez 12 ans à l'époque. Vous aviez conscience de ce que vous viviez ? Tout à fait. Depuis le début, j'en avais très conscience. Je pense que les enfants sont très intelligents. Ils comprennent tout. On sait très bien ce qui se passe. Et je savais très bien que je m'engouffrais dans un tunnel, une sorte d'impasse. En tout cas, en tant qu'enfant, je ne voyais pas du tout d'issue. Mais je l'ai accepté, notamment pour protéger ma famille. Qu'est-ce qu'il vous disait, votre père ? Il vous menaçait ? Beaucoup de manipulation, de chantage affectif, de dire que soit il allait se suicider, soit il allait tuer tout le monde si je parlais. Voilà, il y avait un climat très de terreur, d'angoisse, tout ça. Une grosse pression. Et puis moi, en tant qu'enfant, à la base, je voulais juste que mon père soit fier de moi. Je pense comme tous les enfants. Et je pense que ça a joué dans la balance où il me disait, si tu aimes ton père, tu dois faire ça, etc., etc. Quand vous avez 14 ans, votre mère est partie avec votre frère et vous a laissé avec votre père. Comment s'est passé ce moment ? Ça a été assez difficile parce que mon père m'a prévenu que ma mère allait nous demander avec quel enfant on voulait aller, avec quels parents, même si c'était déjà décidé de base, voilà. J'avais pas vraiment le choix et j'ai dû dire à ma mère donc que je ne voulais pas aller avec elle alors que j'aurais juste voulu qu'elle m'emmène avec elle et mon frère. Et ma mère a été extrêmement choquée, bien sûr, que je la rejette. Mais je pense que c'était une manière de lui montrer ma colère et en même temps de la protéger, quoi. Et du coup, c'était une forme d'accepter ma condamnation encore plus, quoi. Où vraiment, j'allais être totalement juste avec lui, quoi. À l'école, comment ça se passait pour vous ? C'était très compliqué. J'étais extrêmement rejetée, extrêmement seule. Notamment parce que mon père m'habillait d'une manière qui me correspondait pas, qui ressemblait pas aux autres. Je pouvais pas porter de soutien-gorge, par exemple. Je pouvais pas porter de déodorant. Donc j'étais très stigmatisée. Il est arrivé qu'il m'ait rasé les cheveux. Donc je débarquais à l'école, les cheveux complètement courts. Tout le monde était en mode ouais, c'était très difficile. Et donc j'avais aucun appui, en fait, nulle part. Je pense qu'avec le recul, j'aurais pu parler à mes profs, un CPE, je sais pas, et ça me paraissait trop loin, J'étais vraiment dans une bulle très profonde, quoi. Et votre père va d'autant plus vous isoler parce qu'il va refuser que vous alliez au lycée. Exactement. Il m'a fait redoubler ma 3e, donc j'ai fait 2 3e pour ensuite ne pas pouvoir aller au lycée, ouais. Pour ensuite me sortir de l'école et du coup pouvoir
m'emmener où il voulait, quoi. Ces viols incestueux vont durer jusqu'à vos 17 ans. À quoi ressemblait votre vie à cette période pendant ces 5 ans ? C'était une sorte de prison où j'avais accès à aucune autre personne que lui. J'avais aucun ami, aucune personne à qui parler, qui me confiait. Et j'étais totalement objectifiée. J'étais donc sa fille, j'étais sa femme, j'étais également son assistante, parce qu'il était photographe. Donc je travaillais avec lui, je l'assistais sur sa com, etc. Donc j'ai appris plein de choses et j'ai commencé à travailler très tôt finalement. Plein de gens différents à chaque fois rencontrés. C'était aussi une posture que je devais tenir. Je devais avoir l'air, je devais donner l'impression que j'étais plus vieille. Donc je devais toujours tenir ce masque, ce personnage de jeune femme, alors que j'avais 15-16 ans, quoi. Et ce qui est étonnant, quelque chose que je me formule maintenant, c'est que j'aurais pu essayer de me dire, tiens, je pourrais m'enfuir. Je pourrais fuguer, je sais pas, je pourrais faire du stop. Et je me rends compte à quel point j'étais jeune, en fait. J'avais pas du tout encore cette possibilité à m'offrir, de me dire, peut-être que je peux m'échapper. J'ai attendu d'avoir... Enfin, voilà, j'ai pas pu avant mes 17 ans, quoi. À cette époque, vous ne réussissez à alerter personne ? J'ai quand même alerté ma mère une fois. Mais quand je lui ai dit que mon père m'avait un peu fait des caresses, elle a commencé à s'énerver. Là, c'était avant qu'elle parte. Donc quand j'avais 13 ans, je pense. Et elle m'a dit, s'il recommence, tu me le dis. Mais j'ai jamais pu lui redire. Parce que mon père faisait tout pour nous éloigner et j'étais jamais seule avec ma mère, quoi. Et après, j'ai croisé 2-3 personnes qui m'ont posé des questions. Mais j'ai jamais dit la vérité, quoi. J'ai toujours dit oui, tout va bien. C'était trop dur pour vous d'en parler ? C'était trop dangereux, surtout. J'avais trop peur d'imaginer comment mon père allait réagir. C'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire, violent, charismatique. Voilà. Vous, d'ailleurs, on sait que dans ces cas-là, les agresseurs mettent en place des stratagèmes pour silencier leurs victimes. Qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, justement, pour vous faire peur et vous faire taire ? Dans le contexte familial, comme je vous disais, il me disait il pouvait tuer mon frère et ma mère si je parlais. Et une fois que j'ai habité seule avec lui, il n'y a pas vraiment une menace. C'était vraiment, j'étais embrigadée dans ce mode de vie qui m'imposait et du coup, je remettais jamais en cause, en fait, cette chose-là. Comme si j'avais aucun choix, quoi. Et puis, à 17 ans, vous allez vivre chez votre grand-mère tous les deux. Donc, c'est la mère de votre père. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre conscience de la situation. Comment ça s'est passé ? C'est ce moment-là qui a déclenché chez moi cette colère, tout ça, aussi le comportement de ma grand-mère, donc, qui était très ambigu. Cette proximité aussi avec elle et les viols, où c'était un petit appartement et il y avait des viols à côté de sa chambre. Enfin, ça venait créer un contexte pour moi assez de plus en plus difficile à vivre. Et aussi, j'ai appris plus tard que du coup, mon père dormait avec sa mère, quand même jusqu'à ses 14 ans. Donc, en prenant tout ça en compte, je pense qu'il y avait un contexte spécial qui a dû me réveiller des choses et me dire, mais en fait, c'est plus possible de vivre dans cette famille de fous, quoi. Je commence à me mettre en colère. J'arrive enfin à dire que je suis plus d'accord. Je commence à tout casser. Et d'un coup, mon père, ça lui déplaît forcément, parce que c'était moins facile de me contrôler. Et donc, j'ai continué comme ça pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, mon père, c'est quelqu'un d'assez lâche, d'assez finalement fragile, finalement. Donc, je pense que quand il a vu qu'il pouvait plus pas faire grand-chose de moi, il s'est juste débarrassé de moi et il m'a ramené chez ma mère, quoi. Donc, vous l'avez dit, votre père va finalement vous conduire chez votre mère en Dordogne et vous allez vivre avec elle. Et à ce moment-là, vous allez investir la musique, du piano, de la guitare. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cet art, pour traverser ce que vous avez vécu ? Ça m'a réellement apporté une forme de guérison, de soutien intérieur. Je pense que je suis convaincue que l'art permet ça. Et clairement, j'aurais pas eu ça, je pense pas que j'aurais pu être là où j'en suis maintenant, quoi. C'est-à-dire quelqu'un où je me sens libre, je me sens moi-même, je me sens bien dans mes baskets, quoi. C'est ça qui me permet de me sentir bien. Et dès le début, vous allez donc jouer au piano, écrire vos chansons ? Ouais, je vais devenir artiste de rue et travailler à côté en tant que serveuse. Et progressivement, je vais monter mes projets, devenir intermittente. Vous allez aussi, à 19 ans, décider de confronter votre père.
Comment vous avez pris cette décision ? C'était à un moment donné d'anniversaire. On avait encore gardé contact par mail pour les anniversaires, il me les souhaitait. Et on s'était dit qu'on allait se voir pour mon anniversaire, tout simplement. Et moi, je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir lui parler en face et lui dire ce que je pense, quoi. Et donc, on s'est retrouvés dans un café. Je voulais pas me retrouver seule avec lui. Et je lui ai dit tout simplement, voilà, tu peux me le dire, tu m'as violée, parlons-en. J'avais vraiment envie de parler d'adulte à adulte et d'essayer de voir qu'est-ce que ça allait lui faire. Et finalement, j'ai été extrêmement choquée et surprise de me rendre compte qu'en fait, il était complètement hors sujet, hors sol, qui m'a juste dit non, c'était de l'amour et reviens. Après ce rendez-vous avec votre père, vous allez en parler à votre petit ami de l'époque. Comment il réagit, lui ? Il m'a dit qu'il s'en doutait, mais par pudeur, il n'avait pas osé me poser les questions. Et du coup, ça a été beaucoup de colère, d'injustice, de se dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Et j'en ai parlé après à ma mère, qui du coup ne m'a pas cru sur le moment. Et c'est suivi un long cheminement de libération de ma parole, d'en parler progressivement à plusieurs personnes, à mes amis. Ça a été très progressif. Et ça, jusqu'à 24-25 ans, jusqu'à ce que je porte plainte. Justement, en 2016, vous avez 24 ans donc et vous décidez de porter plainte. Là aussi, comment vous prenez cette décision ? On imagine que porter plainte contre son propre père, c'est pas évident. Tout à fait. En plus, il y avait la pression de ma mère. Enfin, c'était pas une pression, mais elle me disait, on sait pourquoi est-ce qu'on le ferait, est-ce que ça serait pas empirer la situation, voilà, le discours un peu classique. Ce qui s'est passé, c'est que mon père a un peu disparu de la circulation, et du coup, ma mère s'est inquiétée pour lui et m'a missionnée d'aller le chercher. Et donc, je suis allée à Bordeaux à un office de police. Et je leur ai dit, bonjour, je cherche mon père, je sais pas comment on fait pour chercher quelqu'un. Ils m'ont dit, non, mais c'est pas là, il faut aller ailleurs et tout. Ok. Et je reprends le tram. Et là, dans le tram, ça me tilte. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je cherche mon père ? Ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi ma mère me demande ça ? En fait, je suis en colère. En fait, je vais porter plainte. Vous habitiez à Bordeaux à l'époque ? Non, mais j'étais beaucoup à Bordeaux. Et j'ai porté plainte en Dordogne quelques mois après, quoi. Et comment se passe ce dépôt de plainte ? Franchement, hyper bien. Franchement, je le dis tout le temps, j'ai rencontré que des personnes bienveillantes, que ça soit la gendarmerie, les policiers, les psychologues, les experts. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a énormément de gens qui disent qu'ils sont tombés sur des gens qui n'ont pas pris soin. Mais moi, j'ai eu que des personnes super, quoi. Votre plainte va déboucher sur une procédure judiciaire qui va durer 8 ans. Et vous allez être confronté à votre père 2 fois. Comment se passent ces 2 confrontations ? La première est assez chaotique, où mon père avait demandé à faire une visio. Donc moi, j'étais assez déçue, je pensais qu'il serait là en vrai. Donc ça a été un peu n'importe quoi, où on n'entendait pas bien ce qu'il disait, il prenait tout le temps la parole. Donc au bout d'un moment, la juge a décidé qu'on arrêtait et qu'on reportait. Et la deuxième confrontation a eu lieu donc presque 1 an plus tard. Donc ça a été long d'attendre. Et donc la deuxième a eu lieu et c'était assez intense. En fait, c'est à ce moment où je n'ai eu plus aucune culpabilité en tant que victime. Justement, en tant que fille, en tant que fille de son père qui met son père en prison, culpabilité de me dire on est co-responsable, enfin j'en sais rien, toutes ces bullshit en fait qui n'ont aucun sens. Juste me dire mais en fait c'est lui le seul responsable. Moi je suis juste là pour libérer ma parole et la justice fera son travail et voilà. Vous dites c'était long d'attendre la deuxième confrontation. Comment vous avez vécu cette période d'1 an un peu en stand-by ? Comme toutes ces années finalement d'attente quoi. Du coup je continuais à vivre mais j'y pensais tout le temps et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que maintenant que le procès est terminé, que mon père est en prison, je suis un petit peu comme on en parlait avec ma psy, une sorte de postpartum du procès où quelque part ça a été au cœur de ma vie pendant tellement d'années de tenir bon en fait, de pas lâcher et maintenant d'en être là ou de se dire ok c'est super, je suis allée jusqu'au bout mais malgré tout en fait ça change pas grand chose et c'est ça qui est un peu décevant intimement, émotionnellement vu que mon père n'a rien reconnu parce que c'était comme ça mon but de porter plainte pour qu'il avoue en fait tout simplement
Même pas de forcément s'excuser, mais juste dire « ouais, c'est vrai, c'est arrivé ». Et vu qu'il a rien dit, là, j'ai l'impression de continuer encore un nouveau processus, me dire « ok, comment j'avance avec ça ? Comment on fait le deuil d'un trauma pareil sans que son agresseur, du coup, reconnaisse, quoi ?» Et vous dites qu'à la seconde confrontation, toute cette culpabilité que vous portiez en vous, elle s'est envolée. Avec le recul maintenant, comment vous interprétez justement que ce moment a été une étape franchie ? Parce qu'à ce moment donné, j'étais déjà mère, j'étais adulte, et donc j'ai pu l'observer, lui, d'adulte à adulte. Alors qu'avant, je l'avais toujours regardé avec mes yeux d'enfant ou de jeune femme. Et je pense que ça, vraiment, ça a joué. Et c'est pour ça que j'attendais cette confrontation. Pour pouvoir le voir vraiment avec mes yeux d'adulte et me dire, mais ouais, en fait, mais c'est une personne complètement inacceptable, en fait. Et puis surtout, il n'était pas si fort que ça. Comme si je m'étais sentie totalement les mains liées par cette personne, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc le procès de votre père s'ouvre une première fois en novembre 2024, mais au deuxième jour, il ne se présente pas à l'audience et le procès est ajourné. Comment vous vivez ce moment-là où d'un coup, on coupe le procès ? Clairement une femme de sidération, hein. Et puis aussi l'angoisse de ne pas savoir où il est, qu'est-ce qu'il va faire. Il était finalement allé sur la tombe de ses parents. Mais on a eu peur qu'il aille voir ma fille. Enfin, j'en sais rien. On se pose des questions comme ça dans des moments pareils. Il était juste allé sur la tombe de ses parents, s'alcooliser, et il s'est rendu à la police le lendemain. Le second procès aura lieu en septembre 2025. Il va durer 2 jours devant une cour criminelle, donc sans juré populaire. Vous allez demander la levée du huis clos. Ça veut dire que le public et la presse pourront assister aux audiences. Pourquoi vous avez décidé de lever ce huis clos et de rendre accessible votre histoire ? Déjà, je l'ai fait pour les 2 procès, et c'était une évidence depuis le début que je ne ferais plus du tout de huis clos en fait avec cette personne, et que ça m'apparaissait hyper important de continuer à libérer la parole comme plein de personnes le font maintenant, quoi. Ces procès sont une réelle évidence sociétale. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait de plus en plus de procès publics. Et d'ailleurs, les juges l'ont relevé, les magistrats l'ont dit, merci qu'il y ait tant de monde qui soit là à ce procès, et on en a marre, nous aussi, de ces procès à huis clos, quoi. Et comment vous avez vécu justement la présence de ce monde au procès ? Et c'est un énorme soutien. Ça fait une bulle d'amour, en fait, face à l'atrocité du monde, et je pense que c'est ultra nécessaire. Il y avait du public plus large, des professionnels, des associations, des députés, plein de gens différents. Votre père, il était en détention provisoire au moment du procès. Vous l'avez déjà vu pendant les confrontations, mais là, il est devant la cour. Quelle impression il vous fait devant la cour ? Franchement, on aurait dit un zombie. Il avait une peau verte-jaune. Il avait l'air en très mauvaise santé, perdu beaucoup de poids, complètement déconnecté de la réalité, un propos complètement à côté. Mais il lâchait pas, quoi. Il tenait son discours, que c'est moi qui inventais tout. Et puis vraiment une méchanceté, quoi. Une méchanceté envers moi, envers toutes les personnes qui ne l'aiment pas, donc c'est-à-dire le monde entier. Personne n'est venu le soutenir. Mon père, il a pas d'amis, sa famille ne veut plus le voir. Enfin voilà, c'est une personne qui s'est vraiment enfermée autour d'une croyance qui lui appartient, quoi. Vous l'avez dit, lui ne reconnaît pas les faits. Vous, comment vous vivez le fait que, justement, il ne reconnaisse pas ce qu'il vous a fait ? C'est le plus difficile dans toute cette histoire. Et qu'est-ce que disent les témoins et les experts psychologues convoqués à la barre, psychiatres et psychologues ? C'est étonnant parce qu'il y a eu, le concernant en tout cas, des experts hommes qui, vraisemblablement, s'étaient fait embobiner par son discours et qui disaient Monsieur Salfati a l'air d'un homme très charmant, c'est quelqu'un de très respectueux, il a fait ci, il a fait ça. Alors que les expertes femmes avaient compris son jeu de manipulation et du coup avaient déjoué ça et l'expliquaient. Donc c'était rigolo. Et les témoins principaux, c'était ma mère, quoi. Les autres personnes, c'était des amis à moi qui me connaissaient depuis longtemps et qui du coup étaient là pour montrer ma stabilité émotionnelle et voilà, depuis 10-15 ans. Mais en réalité, le seul vrai témoin, c'était ma mère, quoi.
Mon frère était là aussi, je tenais à ce qu'il soit là, présent avec nous, mais il n'a pas pu parler à la barre. Et lui, votre frère, justement, quelle attitude il a depuis que vous avez décidé de porter plainte, de parler ? Mon petit frère, c'est assez compliqué. Il a été extrêmement violenté par mon père toute sa vie. Lui aussi. Ouais. Il n'y a pas eu de viol, mais il y a eu violence physique et psychologique. Tous les jours, mon père lui disait qu'il était nul. Donc mon frère, je pense qu'il est dans une énorme bulle et qu'il se rend pas vraiment compte de tout ce qui se passe. Ouais, je pense qu'on est sur un déni, protection, quoi. Et ma mère, c'est un peu pareil aussi, et c'est ok. Ma mère, elle a fait son travail aussi, elle va à son rythme. Mais c'est tellement des rythmes très différents que c'est compliqué des fois d'accepter. Et comme je l'ai dit au procès, j'ai été assez claire avec ma mère en me disant Dawa enfant ne te pardonnera jamais, mais Dawa adulte peut continuer à exister avec toi, mais d'une manière très formelle, quoi. Et votre mère, elle a vécu des violences de la part de votre père ? Et oui, des violences psychologiques, physiques, bien sûr, ouais. Donc c'était vraiment cette personnalité qui avait tout contrôle sur le foyer ? Ouais, complètement. Malgré le fait que votre père ne reconnaisse pas, est-ce que ce procès vous a quand même apporté un peu de paix ? Ça m'a apporté de la paix par rapport à la cause, par rapport aux personnes qui étaient là. Mais pour l'instant, pour moi, peut-être que je me sens moins en danger, le fait qu'il soit enfermé, parce qu'il y avait quand même ça qui existait. Vous aviez peur des représailles ? Ouais, j'avais peur qu'il débarque chez moi. Après, c'est des peurs incohérentes. J'avais peur qu'il débarque dans ma chambre, dans la salle de bain. Quand j'étais enceinte, c'était terrible. Mais ça va au-delà de lui. C'est plus un archétype de l'agresseur qui, du coup, est omniprésent dans votre vie, dans une rue, n'importe où. Je sais pas si j'ai une forme de paix. Franchement, je me sens en paix quand je chante, quand je suis avec mes amis, quand je suis dans un moment de détente. Mais la plupart du temps, je me sens vraiment en survie. Et je pense que c'est un peu le game quand on est polytraumatisé, etc. Et j'avais vu une interview d'ailleurs d'une personne qui parlait de ça et qui disait que finalement, c'est les victimes qui prennent à perpétuité. Et c'est super triste. À l'issue des 2 jours du procès, votre père a lui été condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec 7 ans de sûreté. Ça veut dire qu'il va effectivement rester en prison au moins 7 ans. Quel sentiment vous avez eu au moment du verdict ? Moi, pas grand-chose. Mais toutes les personnes présentes étaient vraiment soulagées. Mais moi, ça m'apparaissait juste. Mais j'ai pas vraiment eu le on-off. Vu qu'il était déjà en prison depuis 1 an, vu qu'il y avait eu 2 procès, c'était beaucoup d'émotions contraires. Donc j'ai pas eu une émotion claire, en fait, sur le moment. Vous craigniez qu'il fasse appel ? Non, je pense que non. Et puis son avocate était elle était extrêmement virulente. Mais on s'est dit qu'elle lui dirait de pas le faire parce que sinon il risquait encore plus, quoi. Et aujourd'hui, on est quelques mois après le procès. Comment vous vous sentez ? J'ai l'impression d'avoir fait ma part. Et je suis fière de ça, je suis contente de ça. Pour notre génération, pour ma fille, pour les enfants à venir, etc. Me concernant individuellement, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour que je me sente bien. Vous parliez de votre fille tout à l'heure. Est-ce que vous lui parlez de ce que vous avez vécu ? Ouais. Il se trouve que c'est elle qui a commencé à poser les questions. Elle a 5 ans et demi. Et je pensais lui en parler beaucoup plus tard. Mais ça s'est fait comme ça et finalement c'est chouette. Avec des mots d'enfant et pas que, finalement. J'ai l'impression que de toute façon, les enfants, maintenant, il faut leur mettre les mots, il faut leur dire ce qui se passe, qu'ils puissent être plus armés à se défendre et à se protéger. Et vous avez créé l'antenne locale de l'association Libérons la parole qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pourquoi vous avez décidé de mettre votre expérience au service du grand public, comme ça ? Parce que ça m'apparaît nécessaire, encore une fois. Tout ce que je fais, en fait, dans la musique, dans mes associations, etc., tout m'apparaît obligé, en fait. Parce que je vois pas quoi d'autre, en fait. Il y a tellement de gens qui ont besoin de rien que d'en parler à quelqu'un, de pouvoir pleurer sur une épaule, de pouvoir... on est énormément de personnes, en fait, concernées. Donc vous réussissez à donner du sens à ce que vous avez vécu, tout de même ? Donner du sens... Pas vraiment... En fait, je sais pas si un jour je saurais pourquoi mon père a fait ça. Quelle était sa démarche réelle ? Y avait-il vraiment une démarche ? Y avait-il un sens à tout ça ?
Je peux pas être dans sa tête. Mais en tout cas, moi, j'ai la chronologie assez claire des événements et je vois comment tout s'est passé, ouais. Un autre aspect de votre reconstruction, c'est la musique. On en a parlé. Vous avez écrit des titres directement en rapport avec votre vécu. Quelle place votre art occupe dans votre vie de victime ou d'ancienne victime d'inceste aujourd'hui ? C'est extrêmement proche. Mon intimité, ma musique, ce que je propose actuellement. J'ai ce solo, ce Dawa Salfati depuis 3 ans et ça va au-delà de... C'est plus des concerts, en fait. C'est des concerts, je sais pas comment dire... c'est une sorte d'écoute collective, en fait. Parce que du coup, je fais chanter les gens avec moi. Je récolte des témoignages. Il se passe vraiment quelque chose de très fort. Et donc, le premier EP, il s'appelle Tabou. Mais l'inceste, il n'est pas vraiment expliqué. Il y a un deuxième EP qui arrive l'année prochaine qui va vraiment plus en profondeur là-dessus. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Il y a des gens qui me disent bon, c'est chouette, mais quand est-ce que tu vas faire des chansons plus rigolotes et tout ? Je suis là, déjà chacun son style et moi je suis là-dedans à tout mélanger et bien sûr du coup c'est extrêmement dense émotionnellement et tout ça, mais pour l'instant j'en suis là. Et lors de ces rencontres avec le public, des gens viennent vous voir pour vous parler de leur expérience ? Ouais. Et quel sentiment ça vous laisse ? Ça me fait sentir que je me sens utile, en fait. Je suis là pour pouvoir libérer des émotions chez les gens, libérer des voix, libérer des pleurs, faire prendre conscience de choses, réveiller des choses enfouies. C'est très important. Vous venez d'écouter Les Voix du crime avec la chanteuse Dawa Salfati, victime d'inceste. Merci à Maïwenn Le Corollaire Richard pour la préparation et à Étienne Villan pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez Les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.